L'anniversaire du couronnement se déroulait avec toute la grandeur solennelle attendue. Une cérémonie où un homme adulte hurlait à la lune vêtu d'une cape bordée de fourrure. Le roi Wulfric Griffs de Fer, alpha de la meute de Bois Noir, se tenait au centre de la grande salle. Il récitait les anciens serments de ses ancêtres avec la gravité d'un homme qui l'avait déjà fait 9 fois, et qui, en vérité, aurait préféré un sandwich. Les anciens de la meute se balançaient à l'unisson. Les flammes sacrées vacillaient. 300 loups dans leurs plus beaux atours retenaient leur souffle, et quelque part au quatrième rang, une petite femme aux cheveux couleur de feuilles d'automne et aux doigts tachés d'encre pensait très fort aux loutres. Je me demande si les loutres ont des problèmes d'engagement. Elles se tiennent de la main en dormant pour ne pas dériver, ce qui est objectivement la chose la plus émotionnellement intelligente qu'une espèce ait jamais faite. Mais que se passe-t-il si l'une d'elles veut de l'espace? Existe-t-il une façon polie pour une loutre de dire « J'ai besoin de flotter seul ce soir ». Y a-t-il un thérapeute pour l'outre? Il devrait y en avoir. Les frais seraient minimes. On pourrait tenir les séances sur un rocher. La pensée arriva dans l'esprit de Wulfric avec la force et la clarté d'une cloche d'église frappée à bout portant. Il trébucha au milieu de son serment. Les mots « Je jure mon sang et mes os à la devinrent. Je jure mon sang et mes os à la loutre », qu'il parvint à ravaler à la dernière syllabe, la transformant en une toux étranglée. Son loup, une créature d'une puissance immense avec la maîtrise émotionnelle d'un chiot qui vient de découvrir que les écureuils existent, explosa. Partenaire, partenaire, nous avons une partenaire. Elle pense aux loutres. C'est le plus beau jour de notre vie. Sans cela tout de suite. Elle sent les vieux livres, le miel et la pluie. Nous devons aller la voir immédiatement. Cours, cours vers la femme loutre. Wulfric ne courut pas. Ce que Wulfric fit, ce fut de pivoter brusquement vers la source de la pensée, une apprentie archiviste effacée nommée Ruth Gable, qui était assise au quatrième rang avec un carnet sur les genoux et les yeux fixés sur ses propres chaussures, et sa botte accrocha le bord du tapis de cérémonie. Il est tombé comme un chêne abattu, les bras tournoyants. Il s'est écrasé, l'épaule la première, contre une armure décorative. L'armure a explosé hors de son socle dans une cascade de métal. Le bruit ressemblait à une cuisine dévalant un escalier. La grande salle devint silencieuse. 300 loups le fixaient. Les flammes sacrées vacillèrent dans ce qui semblait être de l'embarras. Au quatrième rang, le monde de Ruth Gable venait de s'effondrer. C'était arrivé au moment exact où le roi avait trébuché. Une seconde plus tôt, elle était assise confortablement dans son anonymat, composant une philosophie à base de loutre avec le contentement oisif d'une femme que personne ne regardait. La seconde suivante, quelque chose explosa dans sa poitrine. Pas une pensée, pas un sentiment, mais un événement physique, comme un second battement de cœur s'éveillant brutalement derrière ses côtes. L'air changea. Chaque odeur dans la grande salle devint d'une clarté presque douloureuse. 300 loups, la poix brûlante des flammes sacrées, la vieille pierre, le bois poli, et puis, tranchant à travers tout cela comme une lame dans la soie. Une seule odeur, cèdre et fer, et quelque chose de sauvage et de chaud pour lequel elle n'avait pas de nom, sauf que tout son corps s'orienta vers elle comme l'aiguille d'une boussole se dirige vers le nord. Ses jointures devinrent blanches sur son carnet. Sa vision se rétrécit. Le roi tombait dans une armure, et elle ne pouvait pas entendre le fracas, car son sang rugissait dans ses oreilles. Et son loup, qui en 26 ans n'avait jamais élevé la voix au-dessus d'un murmure sec et professionnel, hurlait « Partenaire !» Le mot arriva comme un coup de marteau, d'une voix qu'elle ne reconnut pas comme celle de son loup, parce que son loup ne hurlait pas. Son loup classait des rapports. Son loup évaluait, catégorisait et recommandait des périmètres. Son loup ne hurlait pas un seul mot avec la force d'un canon tirant à l'intérieur de son crâne. Notre partenaire. Va le voir maintenant. Ruth n'alla pas le voir. Ruth resta très immobile, agrippa le bord de son siège et pensa avec le dernier recoin fonctionnel de son esprit rationnel. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le roi sent-il comme ça? Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à respirer? Pourquoi mon loup crie-t-il? Mon loup ne crie pas. Mon loup n'a jamais crié. Quelque chose ne va pas du tout. Son loup, comme se rappelant à l'ordre, revint à son registre clinique. Mais la voix tremblait. Correction,
Rien ne va mal. Tout est correct. Sujet. Roi Alpha Wolfric. Classification. Partenaire. Statut du lien. Actif. Action recommandée. Allez le voir. Addendum. Pourquoi sommes-nous encore assises? C'est inacceptable. 300 loups regardaient le roi par terre. Personne ne regardait Ruth. Personne ne remarqua que la discrète archiviste du 4e rang s'était raidie, que son visage était blanc, que ses mains tremblaient, que ses yeux étaient fixés sur l'homme dans le tas d'armure, avec une expression mêlant terreur et reconnaissance. Elle était invisible, comme toujours, et pour la première fois de sa vie, elle en ressentit du ressentiment. Wolfric gisait sur le sol au milieu d'un tas de gantelets et de jambières éparpillées, fixant le plafond voûté. Et c'est à ce moment-là que ses pensées le frappèrent. « oh non, le roi est tombé. C'est terrible. Devrais-je aider? » « Non, je suis au 4e rang. C'est une zone d'intervention d'urgence pour le 2e rang, au minimum. Si j'y vais maintenant, je ne ferai que gêner. Et aussi, je crois que c'est sa jambière sur sa tête. Ça ne doit pas être confortable. Et aussi, pourquoi sent-il le cèdre? Et pourquoi ai-je envie de pleurer? C'est une réaction inappropriée à un homme qui tombe. Je dois partir. Je dois partir immédiatement. Je ne peux pas partir parce que mes jambes ne fonctionnent plus. Ce n'est pas grave, tout va bien. Rien de tout cela n'est bien. Son loup ajouta depuis les décombres de sa dignité. Elle s'inquiète pour nous. Elle tient à nous. Elle nous sent aussi. Épouse-la. Son bêta, Fendril, un homme dont l'expression au repos suggérait qu'il était personnellement lésé par l'univers au quotidien, le redressa. « Sire, siffla-t-il, au nom de la déesse de la lune, qu'est-ce que c'était que ça? » Wolfric regarda Ruth Gable. Elle fixait son carnet, son visage n'étant plus de la couleur d'une tomate, mais de celle d'un parchemin, et ses mains tremblaient. Elle n'était pas gênée, elle était submergée. Le lien de partenaire vibrait entre eux comme un fil électrique, et ses pensées se déversaient dans sa tête en une rivière chaotique et inarrêtable. Thérapie pour l'outre et cèdre, et pourquoi je ne peux pas respirer, et va le voir, et ne va pas le voir, et qu'est-ce que c'est que ça? Et sous tout cela, son loup, d'une voix qui se contenait à peine. Il nous regarde. Il peut nous voir. Personne ne nous voit jamais. Pourquoi peut-il nous voir? Il aurait pu mentir. Il était roi. Le mensonge faisait pratiquement partie de la description de son poste, mais son loup hurlait. Le loup de Ruth hurlait. Sa tête résonnait de philosophie à base de loutre et de l'odeur de vieux livres, de miel et de pluie. Et il y avait une jambière emmêlée dans sa couronne de cérémonie. « J'ai besoin de parler à l'archiviste, » dit-il assez fort pour que toute la salle l'entende. « En privé, maintenant. Fendril, termine la cérémonie. »« Quoi? La cérémonie exige que le roi improvise, » dit Wolfric, et il se dirigea vers Ruth Gable avec toute l'autorité royale d'un homme avec une bosse dans sa couronne et le protège-coude de quelqu'un d'autre accroché à sa cape. Quelque chose au fond de sa poitrine fut attiré par lui à son approche, et son loup murmura « Enfin !» Le loup de Ruth, une créature dont la personnalité se situait quelque part entre un analyste médico-légal et une bibliothécaire désapprobatrice, et qui venait de passer les 90 dernières secondes à ne se comporter ni comme l'un ni comme l'autre, tentait de retrouver son sang-froid professionnel avec un succès limité. Sujet: Roi Alpha Wolfric. État actuel: agité. Pupille dilatée, rythme cardiaque élevé. Profil olfactif: cèdre, fer, adrénaline et le composé non identifié précédemment classé comme non pertinent, maintenant reclassé comme critique. Évaluation: il est sur le point de déclarer la guerre ou de faire une demande en mariage. Ni l'un ni l'autre n'est approprié en ce lieu. Recommandation: maintenir un périmètre de 2 mètres. Addendum: ignorer la recommandation de périmètre. Le périmètre est une erreur. Plus près. Mademoiselle Gable, dit Wolfric d'une voix qui suggérait qu'il faisait un effort énorme pour paraître calme. Venez avec moi. Il la conduisit dans une petite antichambre près de la grande salle, ferma la porte et resta là un instant, le dos tourné, se ressaisissant visiblement. Ruth serra son carnet comme un bouclier et se prépara à s'excuser pour des crimes qu'elle n'avait pas commis. « Votre Majesté, si c'est à propos de la cérémonie, je vous assure que je prenais des notes très détaillées et je peux fournir un rapport complet. » Ruth, il se retourna.
L'or dans ses yeux était plus brillant maintenant, tendant vers le métal en fusion. Je dois vous dire quelque chose, et il n'y a aucune façon de le dire qui ne paraîtra pas insensé. Je le savais. Je vais être transféré au chenil. Ou pire, aux archives du donjon, celles avec la moisissure, les araignées et ce parchemin qui sent les pieds. Je peux vous entendre, dit Wulfric. Ruth cligna des yeux. Je n'ai rien dit, Votre Majesté. Je sais. Vous pensiez aux archives du donjon, celles avec les araignées et le parchemin qui sent les pieds. Le silence qui suivit fut le silence le plus assourdissant que Ruth ait jamais connu. Ses pensées, pour la première fois en 26 ans de monologue interne ininterrompu, devinrent complètement, catastrophiquement vides. Puis elles revinrent en ligne d'un seul coup, comme une digue qui cède. Il peut m'entendre. Il peut m'entendre. Il a entendu pour la loutre. Il a entendu la partie sur le classement de la garde royale par taille, par ordre alphabétique. Il m'a entendu me demander si le garde Fletcher n'était pas secrètement 3 enfants empilés dans une armure. Il peut m'entendre en ce moment même. Oh, déesse de la lune, je pense à lui qui m'entend penser à lui qui m'entend, et c'est une boucle. C'est une boucle infinie de mortification. Je dois arrêter de penser immédiatement. Comment arrête-t-on de penser? On ne peut pas arrêter de penser. Ce n'est pas comme ça que les cerveaux fonctionnent, Ruth. Wulfric leva les 2 mains. Le geste universel d'un homme essayant de calmer une situation qui avait irrémédiablement dérapé. C'est le lien de partenaire. Nous sommes partenaires. Le lien s'est formé pendant la cérémonie. Et il vient avec un effet secondaire. J'entends vos pensées de surface, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment l'arrêter, et je vous le dis maintenant, immédiatement, parce que je refuse de rester ici avec un accès à votre esprit privé et de prétendre que ce n'est pas le cas. Son loup traita l'information avec une efficacité clinique. Lien de partenaire confirmé. Lien télépathique détecté. Violation de la vie privée. Catastrophique. Réponse recommandée. Arrêt émotionnel complet et retrait stratégique vers une position fortifiée. Ruth ne se retira pas dans une position fortifiée. Ruth s'assit très lentement sur un coffre poussiéreux et dit d'une voix d'un calme presque impressionnant. Alors, quand je composais mentalement un poème humoristique sur les poils d'oreille collectifs du Conseil des Anciens pendant le 2e serment, oui. Et la partie où je classais les délégués étrangers en fonction de leur probabilité d'être secrètement un blaireau dans un gilet. Aussi, oui. Et le truc sur les loutres. Surtout les loutres. Ruth pressa son carnet contre son visage et hurla dedans. C'était un petit cri poli, parfaitement archivé. Wulfric s'assit sur le coffre à côté d'elle, maintenant ce qu'il espérait être une distance respectueuse et que son loup considérait comme un gouffre impardonnable. Il pouvait sentir ses pensées s'emballer. Embarras, terreur, une étrange et furieuse indignation face au sens de l'humour de la déesse de la lune. Et sous tout cela, une petite voix calme qui disait « Mais il me l'a dit, il n'était pas obligé de me le dire. Il aurait pu juste écouter et je ne l'aurais jamais su. Il me l'a dit quand même. » Pour ce que ça vaut, dit Wulfric prudemment, le poème était excellent. Une métrique solide. La rime entre acariâtre et poil d'oreille des plus coriaces montrait une réelle compétence technique. Elle le regarda par-dessus son carnet. Ses yeux étaient bordés de rouge mais vifs. Vous essayez de me faire sentir mieux. J'essaie d'être honnête. C'était un bon poème. Elle le fixa pendant un long moment. Puis, très délibérément, elle pensa. Si vous pouvez entendre ça, clignez des yeux 2 fois. Il cligna des yeux 2 fois. Elle pensa. Votre couronne a toujours une bosse. Il leva la main. Elle avait raison. Quelque chose changea entre eux. Pas le lien, qui était déjà une chose fixe et immuable, mais quelque chose de plus doux. Un accord, une compréhension qu'ils étaient tous les deux également piégés dans quelque chose d'absurde, et que la seule réponse saine était d'être absurde ensemble. Alors Ruth dit, redressant les épaules avec l'air d'une femme se préparant à négocier les termes d'une reddition. Des règles. Nous avons besoin de règles. Les règles, telles qu'établies au cours de la semaine suivante, étaient les suivantes. 1. Ruth ferait tous les efforts raisonnables pour garder ses pensées de surface appropriées lors des fonctions officielles de l'État. Cette règle dura environ 4 heures avant qu'elle ne commence accidentellement une critique mentale détaillée du toupet de l'ambassadeur de la meute de Pierre de Soleil lors d'une négociation commerciale et que Wulfric doive s'excuser pour aller rire dans un couloir.
2. Wulfric ne commenterait pas ses pensées à moins qu'elle ne l'y invite. Cette règle dura environ 6 heures avant qu'il ne puisse s'empêcher de dire c'est une bergamote, pas une mandarine, en réponse à une pensée qu'elle avait eue à propos d'un tableau 2 pièces plus loin, et elle lui jeta un petit pain à la tête. 3. Aucune des parties n'utiliserait le lien comme une arme. Cette règle dura environ 12 heures. Cela commença innocemment. Wulfric était en réunion du conseil avec Lord Edmund Thorne, son conseiller le plus ancien et le plus respecté, discutant des tarifs sur le grain des provinces du Nord. Ruth était dans les archives attenantes, cataloguant ostensiblement des archives de bataille. La porte entre les 2 pièces était en chêne épais. Cela n'avait pas d'importance. Lord Thorne est très sérieux au sujet du grain. Très sérieux. Il parle de grain depuis 45 minutes. J'ai appris plus sur le grain en 45 minutes que la plupart des gens n'en apprennent dans une vie. Je pourrais écrire une thèse sur le grain. Je pourrais obtenir un diplôme en grain. L'Université du grain me donnerait les honneurs. La lèvre de Wulfric tressaillit. Il la força à se calmer. Aussi, si on classait les seigneurs du conseil par leur odeur, et je ne dis pas que je le fais, mais si quelqu'un devait hypothétiquement compiler un tel classement à des fins archivistiques, Lord Marsden serait le numéro 1. Cet homme sent le mouton mouillé qui est tombé dans un baril d'oignons et s'est ensuite roulé dans l'ambition. C'est agressif. C'est une odeur qui a des opinions. Wulfric toussa violemment dans son poing. Lord Thorne s'arrêta. « Vous allez bien, mon roi? »« Parfaitement, » réussit à dire Wulfric. « Veuillez continuer, à propos du grain. » Ruth, qui avait maintenant réalisé qu'elle pouvait entendre la vibration de son rire réprimé à travers le lien comme un diapason, sentit quelque chose de dangereux et de délicieux s'enflammer dans sa poitrine. Elle pouvait faire rire le roi. Elle, Ruth Gable, présence de fonds professionnels, pouvait faire en sorte que l'homme le plus puissant de la meute de bois noir s'étouffe avec son propre sang-froid. Elle se pencha en arrière dans sa chaise et pensa avec une précision exquise. Je me demande ce qui se passerait si vous imaginiez tous les seigneurs ne portant que leurs écharpes de cérémonie. Lord Marsden ressemblerait à une saucisse humide enroulée dans un ruban. Il y eut un fracas provenant de la salle du conseil. On aurait dit le front de quelqu'un heurtant une table. Son loup nota « Armement du lien réussi. Le sang-froid de l'alpha a une faiblesse structurelle dans le quadrant de l'humour, à classer pour référence future. » Wulfric riposta ce soir-là. Ruth était dans les bains du château, un luxe qu'elle s'accordait une fois par semaine, et l'un des rares endroits où elle croyait que ses pensées pouvaient vagabonder librement. Elle flottait dans l'eau chaude, les yeux fermés, son esprit dérivant agréablement vers la question importante de savoir si la cannelle pouvait être classée comme un trait de personnalité quand une pensée qui n'était pas la sienne arriva. Elle était nette, formelle et indubitablement de Wulfric. J'ai examiné les amendements proposés à la structure tarifaire du Nord et je crois qu'une augmentation progressive de 2% par an, ajustée à l'indice de la rouille du bois de fer, fournirait le cadre le plus équitable. Ruth se redressa d'un coup, l'eau éclaboussant. Cadre pour le commerce bilatéral, continua la pensée sans relâche, tout en tenant compte des fluctuations saisonnières du marché du bois. Tu fais ça exprès, cria-t-elle au plafond. Votre roi est présent. Peut-être pourrions-nous discuter du calendrier d'amortissement des outils agricoles. Elle lui renvoya une image mentale d'elle-même lui vidant un seau d'eau froide sur la tête. Il lui renvoya l'équivalent mental d'un sourire narquois. La guerre était déclarée. L'escalade fut rapide et sans pitié. Lors d'un dîner officiel avec la délégation de la côte, Ruth passa tout le premier plat à narrer mentalement les événements dans le style d'un documentaire animalier. Et ici, nous observons le roi Alpha dans son habitat naturel, s'engageant dans l'échange rituel de plaisanterie autour d'un faisan rôti. Notez la subtile démonstration de dominance alors qu'il attrape le sel avant son invité. Magnifique. Wulfric s'étouffa avec son faisan 2 fois. Pendant le bain hebdomadaire de Ruth, qu'elle appelait désormais son heure de guerre psychologique, Wulfric projeta une récitation mentale détaillée du code des impôts de la meute de bois noir, sous-section par sous-section, jusqu'à ce qu'elle sorte du bain, s'enveloppe dans une robe de chambre et marche jusqu'à son bureau pour lui jeter une serviette humide en personne. Lors d'une session matinale du conseil, Ruth pensa « J'ai analysé l'intégrité structurelle des armures de plaques à cheval et je dois dire que la physique est discutable. »
le centre de gravité à lui seul, Wulfric dut suspendre la séance. Pendant sa réunion de stratégie avant l'aube avec les capitaines des frontières, elle se réveilla et sa première pensée ensommeillée dériva. Ses cheveux, c'est ridicule. C'est comme si un bard avait essayé d'être un lion. Un lion bard. Un liard. Non, ça sonne comme un lézard. Un bard de lion. Ses cheveux sont un bard de lion. Il renvoya les capitaines plus tôt. Le festival de la danse de la Lune fut le premier véritable test de leur codépendance. Fendril, dont l'approche de l'organisation d'événements portait l'énergie sinistre d'un homme désamorçant une bombe dans une pièce pleine de bambins, se noyait dans la logistique depuis des semaines. Les traiteurs se disputaient la tente du gibier, les danseurs voulaient une scène construite en bois phosphorescent qui ne poussait que sur le flanc d'une falaise. Le Conseil des Anciens avait demandé un hurlement interprétatif de 3 heures pour la cérémonie d'ouverture. « Je vais simuler ma propre mort », annonça Fendril, laissant tomber une tour de parchemin sur la table du petit déjeuner, et rejoindre un monastère silencieux où personne ne discute de l'emplacement des tentes. Wulfric était sympathique mais distrait, car Ruth était dans la bibliothèque, 2 couloirs plus loin, et son esprit faisait ce qu'il faisait quand elle entendait un problème logistique. Il le résolvait sans sa permission consciente, de la même manière qu'une rivière façonne un paysage. Le flux des gens est la clé. On ne peut pas simplement mettre les choses là où il y a de la place. La nourriture devrait être près de la danse. Les gens ont faim quand ils dansent, mais pas si près que l'odeur du sanglier rôti ne submerge le joueur de lutte. Et les anciens ont besoin de leur propre pavillon, légèrement en retrait avec de bonnes places assises et une ligne de vue dégagée sur le feu de joie, mais pas sur la fosse de Pogo. Y a-t-il une fosse de Pogo médiévale? Il devrait y en avoir. Aussi, le hurlement interprétatif devrait avoir lieu dans l'ancien pavillon de chasse. Il est acoustiquement contenu et si vous le remplissez de vin chaud, les anciens oublieront d'être offensés par le déménagement. Fendril, dit Wulfric, essayant très fort de faire croire que l'idée venait de son propre cerveau. Tente de nourriture en cercle autour du feu de joie, scène sur la prairie est, amphithéâtre naturel, les anciens dans le pavillon de chasse, vin chaud. Fendril le dévisagea. C'est en fait brillant. Chaque partie de cela est exactement juste. Comment? Des moments de clarté, dit Wulfric, et il sentit la surprise ravie de Ruth onduler à travers le lien comme une pierre jetée dans l'eau calme. Elle n'avait pas su qu'il écoutait. Elle n'avait pas su que ses pensées oisives sur l'emplacement des tentes seraient mises en œuvre par le roi de la meute de bois noir en moins d'1 heure. Elle resta assise dans la bibliothèque, clignant des yeux devant une carte endommagée par l'eau et pensa « Est-ce qu'il vient d'utiliser mon cerveau pour planifier un festival? » Son loup confirma. Oui, le cerveau de la partenaire est le meilleur cerveau. Notre cerveau a surtout faim. Bon travail d'équipe. Mais le lien n'était pas seulement une arme. C'était aussi, d'une manière qu'aucun d'eux ne comprenait entièrement, une bouée de sauvetage. 3 semaines après la formation du lien, Wulfric se réveilla avant l'aube, avec la démangeaison familière et agité sous sa peau qui signifiait qu'il était resté trop longtemps sans se transformer. Il enfila de vieux vêtements qu'il ne craignait pas de perdre et sortit du château par la porte est, où une poignée de ses gardes attendaient déjà sous forme de loups, leur souffle formant de la buée dans l'air froid. Il se déshabilla derrière un chêne, plia ses vêtements sur une racine parce que les vêtements ne survivaient pas à une transformation, et il avait déjà perdu 4 bonnes chemises ce mois-ci, et laissa le changement le prendre. Ce n'était pas doux, ça ne l'était jamais. Ses os craquèrent et se reformèrent, sa peau se fendit et se ressouda, et pendant 3 secondes angoissantes, il ne fut ni homme ni loup, mais quelque chose entre les deux. Quelque chose de brut. Puis ce fut fini, et il se tenait sur 4 pattes, le monde soudainement vaste, net et saturé d'odeur. La forêt sentait le givre, la pourriture et le muscle lointain des cerfs. Ses gardes-loups se mirent en formation autour de lui, et ils coururent. Courir en tant que loup était ce qui se rapprochait le plus du silence pour Wulfric. Sous cette forme, son esprit se réduisait à l'instinct. Le sol sous ses pattes, l'air froid dans ses poumons, la meute autour de lui. Pas de politique, pas de traité, pas de... J'espère qu'il ne glisse pas sur cette bûche mouillée. Les loups sont très dignes jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. J'ai vu un loup essayer de sauter un ruisseau et atterrir la tête la première dans la boue. C'était la chose la plus drôle que j'ai jamais vue.
et j'y pense au moins 2 fois par semaine. La patte de Wolfric dérapa sur une bûche mouillée. Il ne tomba pas, mais ce fut de justesse. Ruth était réveillée. Bien sûr, elle était réveillée. Elle était à 3 kilomètres de là, dans le château, assise dans son lit avec une tasse de thé, et ses pensées le suivaient à travers la forêt comme un doux fantôme sinueux. Les arbres sont magnifiques vus d'ici. Enfin, pas d'ici, de sa tête. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que je peux voir ce qu'il voit? Non, je pense que je le ressens juste. Le froid, la vitesse, la façon dont tout sent tellement plus fort. C'est incroyable. Aussi un peu écrasant. Est-ce que le pin sent toujours aussi agressivement? C'est comme si l'arbre criait. Il ne pouvait pas répondre. La forme de loup ne permettait pas la pensée projetée, seulement le sentiment brut. Mais il pouvait la sentir là, une présence chaleureuse au bord de sa conscience. Et malgré tout, malgré le fait qu'elle avait passé la journée précédente à redessiner mentalement ses robes de cérémonie douteuses, de manière de plus en plus absurde, la sensation de sa présence était la meilleure partie de la course. Son loup, qui n'avait aucune capacité pour l'ironie ou l'auto-illusion, rayonnait simplement. La partenaire est là. Courir est bon. La partenaire étant là pendant qu'on court est mieux. C'est comme ça que ça devrait toujours être. Quand il se retransforma derrière le chêne 20 minutes plus tard, les dents claquant, enfilant ses vêtements avec des doigts engourdis parce que les transformations le laissaient toujours froid, sa pensée dériva, calme et sincère sous le chaos habituel. Il avait l'air heureux en courant. Il avait l'air d'être lui-même. Il ne le reconnut pas, mais il le porta avec lui pour le reste de la journée, une chaleur privée et volée. Le lien s'avéra politiquement utile presque immédiatement, et l'esprit de Ruth en était la raison. Cela se produisit lors d'une session du Conseil 6 semaines plus tard. Lord Edmund Thorne, le plus ancien conseiller de Wulfric, aux cheveux d'argent, à la posture impeccable, le genre d'homme qui faisait de l'autorité un état naturel, présentait un rapport sur la rouille croissante du bois de fer et son effet sur le commerce. Ruth était dans son coin habituel, prenant ostensiblement des notes, dessinant en réalité une petite caricature de Findrill, l'air épuisé. Elle en avait toute une série. La chevalière de Lord Thorne est au mauvais doigt. Il la porte toujours à son index droit. Je l'ai vu l'ajuster 14 fois lors des réunions du conseil. Je compte. C'est une habitude. Ne me jugez pas. Et aujourd'hui, elle est à sa main gauche. Pourquoi quelqu'un déplacerait-il une bague qu'il a portée au même endroit pendant 30 ans? Sauf si ce n'est pas la même bague, ou si son doigt est enflé, ou... Non, c'est la même bague, même égratignure sur le chaton. Il l'a déplacée délibérément. L'attention de Wulfric s'aiguisa. Il regarda la main de Thorne. Elle avait raison. Aussi, il sent différemment. Pas mauvais différemment, mais bizarre. Il y a quelque chose sous son odeur habituelle. Bois de santal et vieux papier. Quelque chose de piquant et de chimique, comme de la lavande bon marché, celle qu'ils vendent au marché inférieur. Lord Thorne n'achèterait jamais de lavande bon marché. C'est un homme qui a des opinions sur le savon. Des opinions bien arrêtées. Alors, d'où vient la lavande? Au cours des semaines suivantes, les observations mentales de Ruth s'accumulèrent comme des chutes de neige, légères individuellement, écrasantes en agrégat. Lord Thorne a rencontré le capitaine Aldrich en privé après le briefing de la garde de nuit. Aldrich a une nouvelle dette de jeu, je le sais parce qu'il a commencé à porter ses bonnes bottes pour compenser, et il tressaille chaque fois que quelqu'un mentionne le mot de Paris. L'expédition de grains du Sud a été déroutée. Thorne dit que c'est pour les réserves stratégiques, mais la nouvelle route passe par les creux infestés par la rouille. Le grain va pourrir. Il le sait. Il a le même almanach agricole que moi. Il fabrique une pénurie. Le renégat capturé qui a avoué l'incendie de l'armurerie. Son histoire est trop lisse. Il récite. Et sa peur n'est pas la peur d'être attrapé. C'est la peur de se tromper de réplique. Il joue pour quelqu'un, et ce quelqu'un est dans cette pièce, et il regarde le visage du roi, pas celui du prisonnier. Ruth ne savait pas qu'elle assemblait d'un dossier pour trahison. Elle pensait qu'elle ne faisait que remarquer des choses, comme elle remarquait toujours des choses, compulsivement, de manière exhaustive, avec l'instinct d'organisation d'une femme qui avait un jour classé par ordre alphabétique une bibliothèque entière à la fois par auteur et par odeur. Mais Wulfric entendit chaque observation, chaque connexion, chaque fil qu'elle tirait, sans se rendre compte qu'elle tissait un filet.
Il agit discrètement. Il dévia lui-même le grain, envoyant sa propre garde escorter l'expédition sur une route plus sûre. Il eut une conversation prudente et officieuse avec le conseiller Yorn, que Thorn avait mis sous pression. Il fit asseoir l'homme, lui versa un verre et dit « Quoi qu'il ait sur vous, j'ai les ressources pour le rendre sans importance. Mais j'ai besoin de votre loyauté, Yorn. Votre vraie loyauté. » Yorn était devenu pâle, puis soulagé, puis férocement, larmoyablement reconnaissant. Il doubla la garde aux positions clés que Thorn avait subtilement recommandé de laisser en sous-effectif. La nuit où tout s'assembla, Ruth était dans les archives, son endroit préféré, la seule pièce du château où les grains de poussière se déplaçaient lentement et où le monde semblait organisé. Elle pensait aux chauves-souris, plus précisément aux chauves-souris du vieux clocher. La poussière sur les revers de pantalon de Lord Thorn. 3 jours de suite, la même fine poudre grise. J'ai été dans toutes les pièces de ce château et le seul endroit avec cette composition particulière, carbure de calcium mélangé à des particules de guano, est le vieux clocher. Personne ne va au clocher. Les escaliers sont pourris et les chauves-souris sont territoriales. Mais Thorn y est allé 3 nuits de suite. Pourquoi un seigneur de 70 ans grimpe-t-il un escalier pourri pour s'asseoir avec des chauves-souris? Sauf s'il rencontre quelqu'un qu'il ne veut pas qu'on voie. Elle s'arrêta dans son catalogage, une étrange clarté froide s'installant dans son esprit. Son loup passa de sa surveillance clinique habituelle à quelque chose de plus aigu, de plus urgent. Convergence de schémas détectés, déplacement de la bague, anomalie olfactive, déviation du grain, réunion au clocher, évaluation. Lord Thorn mène une opération parallèle. Confiance élevée, niveau de menace, sévère. Pour la première fois, l'esprit conscient de Ruth rattrapa ce que son loup classait depuis des semaines. Elle resta assise très immobile dans les archives, sa plume planant au-dessus de son carnet, et pensa avec une clarté absolue. Lord Edmund Thorn prépare un coup d'État. De l'autre côté du château, Wulfric sentit la pensée atterrir comme une lame entre ses côtes. Il l'avait su. Il avait assemblé l'image pièce par pièce à partir de ses observations. Mais l'entendre arriver elle-même à la conclusion, sentir le choc, la certitude et la précision froide et brillante de son analyse étaient différents. Cela rendait les choses réelles. Il modifia sa promenade du soir pour passer devant des archives. Elle était assise à la lumière de la lampe, tenant toujours sa plume, l'air légèrement abasourdi par sa propre déduction. Leurs regards se croisèrent à travers la porte ouverte. « Vous avez entendu ça, pensa-t-elle. Ce n'était pas une question. » Il hocha la tête. « Que faisons-nous? » »« Nous y mettons fin, pensa-t-il en retour, et nous le faisons correctement. Pas de suspicion, pas d'avertissement. J'ai besoin de 3 jours de plus pour vérifier les réunions du clocher. Ensuite, nous le prendrons et en plein conseil devant des témoins, avec des preuves qu'il ne pourra pas nier. » Elle hocha la tête une fois et retourna à son catalogage. Mais sous le calme, ses pensées vibraient de quelque chose de nouveau, une protectivité concentrée et furieuse qui les surprit tous les deux. « Personne ne menace ma meute, pensa-t-elle, puis elle se reprit, surprise. « Ma meute? Quand est-ce que c'est arrivé? » Son loup au loin. La partenaire a dit « ma meute ». Elle l'a dit. C'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Encore mieux que la loutre. 3 jours plus tard, les preuves solidement établies, Wulfric fit arrêter Thorn dans la grande salle, et en pleine phrase, en plein rapport et en pleine performance. Le visage de Thorn, dans l'instant avant que les gardes ne lui saisissent les bras, affichait une expression de fureur pure et déconcertée. Il avait été défait non pas par un maître espion ou un seigneur rival, mais par une femme dans un coin qu'il n'avait jamais pris la peine de regarder. La pensée de Ruth, alors que les gardes emmenaient Thorn, était typiquement sobre. Eh bien, c'était satisfaisant. Aussi, j'avais raison pour la lavande. Elle venait du marché inférieur. On pourrait penser qu'un homme préparant un coup d'État investirait dans un meilleur savon. 6 mois après que le lien eut explosé dans leur vie comme un météore très affectueux, le roi Wulfric Griffes de Fer et sa partenaire, la reine Ruth, étaient un insomniaque, à bout de nerfs, et à une pensée malvenue d'un incident diplomatique. Le problème n'était pas que le lien s'était affaibli. Le problème était le contraire. Il s'était approfondi, épaissi, avait pris racine. Ce qui avait commencé comme un bavardage de surface, des classements de soupe,
des réflexions sur les loutres, la critique occasionnelle d'un nom de fantaisie était devenue une marée constante, intime, inéluctable. Ruth ne pouvait pas rêver aux brioches à la cannelle du boulanger du château sans que la présence mentale de Wulfric ne plane comme un nuage de tempête désapprobateur. Votre roi est présent. Les bras du boulanger ne sont pas si impressionnants. S'ils le sont, pensait Ruth en retour avec défi, ils sont exactement aussi impressionnants. Il pétrit de la pâte 14 heures par jour. Ce sont des bras de professionnels. Wulfric ne pouvait pas planifier la stratégie frontalière sans que le subconscient de Ruth ne se lance dans des commentaires non sollicités. La formation du 3e bataillon est bien, mais leur bannière est laide. On dirait que quelqu'un a dessiné un loup tout en étant poursuivi par un autre loup. Aussi, votre feinte stratégique vers la crête et sonne comme un pas de danse. Un mauvais. Il ne pouvait pas dormir. Chaque nuit était un enchevêtrement de pensées parasites se propageant à travers le lien. L'esprit à moitié endormi de Ruth générait des scénarios élaborés sur la question de savoir si les fantômes du château avaient une hiérarchie sociale. Ils doivent en avoir. Celui du couloir ouest est clairement le chef. Le fantôme de la cuisine lui est soumis. J'ai vu la température baisser différemment selon celui qui entre en premier. Les angoisses nocturnes de Wulfric sur les rendements des cultures et les escarmouches frontalières se diffusaient comme un tambour de guerre dans ses tentatives de repos. Elle se retournait et pensait, « S'il pense encore une fois au tarif du bois de fer, je vais l'étouffer avec un oreiller. » Et il l'entendait et il pensait, « J'ai entendu ça. » Et elle pensait, « Bien. » Et aucun d'eux ne dormait pendant une autre heure. Le bilan physique était réel. Les mains de Wulfric tremblaient pendant le conseil. Ruth entra dans un cadre de porte qu'elle avait navigué avec succès pendant 6 mois parce que son esprit traitait simultanément son briefing matinal depuis 3 couloirs de distance. Fendril la trouva endormie debout dans des archives, tenant toujours une plume, et la note qu'elle écrivait s'interrompait au milieu d'un mot en une longue ligne d'encre qui sortait de la page et continuait sur le bureau. Ruth avait commencé à se transformer plus souvent, quelque chose qu'elle avait évité pendant des années quand elle vivait tranquillement parmi les humains dans la capitale. Elle ne s'était pas transformée depuis 3 ans avant d'arriver à Bois-Noir. Non pas parce que son loup était dormant. Il n'était jamais dormant. Il était toujours là, à cataloguer, évaluer et classer. Mais parce que se transformer dans le monde humain était un cauchemar pratique. Pas d'espace privé, pas de territoire de meute, personne pour surveiller les joggers pendant que vous vous transformiez en loup derrière une haie. Maintenant, elle se glissait dans les jardins du château après la tombée de la nuit, pliait ses vêtements sur le banc de pierre à l'extérieur des archives, un geste familier maintenant, la routine prudente d'une femme qui avait perdu trop de bonnes robes pour ne pas savoir et laissait la transformation la prendre. Petite et à la fourrure rousse, elle se blottissait sous l'if ancien, laissant la simplicité animale de l'odorat et du son l'emporter sur le bruit humain. Les pensées sous forme de loup étaient moins verbales, plus sensorielles. Wulfric captait des éclairs de terre froide, de clairs de lune et d'odeurs d'écorce, et il la sentait s'installer, se calmer, le chaos s'atténuant en un bourdonnement. Une nuit, il la trouva là, déjà transformée, le nez sous sa queue. Il était sorti pour se transformer lui-même, la démangeaison sous sa peau s'était accumulée depuis des jours, l'agitation qui signifiait que son corps avait besoin du loup comme les poumons ont besoin d'air. Il se transforma derrière l'if, l'air froid de la nuit frappant sa fourrure comme un soulagement. Il trottina jusqu'à l'endroit où elle était allongée et s'abaissa sur le sol à côté d'elle, sans la toucher, mais assez près pour que leurs fourrures se frôlent presque. Ils restèrent topés ensemble, sous forme de loup, 2 formes silencieuses au clair de lune, et pour la première fois depuis des semaines, le lien était paisible. Non pas parce qu'il était fermé, il était grand ouvert, mais parce qu'il n'y avait rien à dire. 2 loups se reposant, la chose la plus simple au monde. Mais ça revenait toujours. Au matin, ils redevenaient humains, et le bruit reprenait, et l'épuisement s'installait de nouveau sur eux comme une seconde peau. Fendril les trouva tous les 2 dans la cuisine à 3 heures du matin, assis aux extrémités opposées de la longue table en chêne, se regardant avec l'intensité hagarde de 2 personnes piégées dans un ascenseur ensemble depuis 6 mois. « Vous avez tous les 2 l'air terrible, dit Fendril.
parce que l'engagement de Fenrir envers l'honnêteté n'était dépassé que par son engagement envers la souffrance. Elle a l'air de ne pas avoir dormi depuis le couronnement. Vous avez l'air d'avoir été personnellement attaqué par le sommeil et d'avoir perdu. La meute commence à parler. Que disent-ils? Demanda Wulfric, sa voix rauque d'épuisement. Que le roi se parle à lui-même en conseil. Que la reine rit de rien dans les archives. Que vous quittez toutes les deux brusquement les pièces et souvent dans des directions opposées. La théorie principale actuelle est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction, marmonna Ruth dans son thé. C'est une bénédiction très agressive. Elle est drôle même quand elle est malheureuse, pensa Wulfric, et sentit immédiatement qu'elle l'entendait et vit immédiatement le minuscule sourire épuisé qu'elle essaya de cacher derrière sa tasse. « Nous avons besoin d'aide, dit Wulfric. « Vous avez besoin de l'ancienne Maeve, corrigea Fandrill. C'est la seule personne en vie assez vieille pour avoir tout vu et assez méchante pour vous dire quoi faire. » L'ancienne Maeve était dans son jardin, comme toujours, engagée dans une conversation avec ses roses, qu'elle considérait clairement comme plus importante que tout ce qu'un roi pourrait avoir à dire. C'était la louve la plus âgée de la meute de Bois Noir, une femme dont le visage contenait le registre géologique de chaque dispute qu'elle avait jamais gagnée. Et elle ne faisait pas de cérémonie. « Asseyez-vous, dit-elle sans se retourner, tous les deux, sur le banc, pas celui en pierre. C'est pour les gens que je respecte. Celui en bois avec l'écharde. » Ils s'assirent. Wulfric grimaça lorsque l'écharde trouva sa cible. Maeve se retourna, essuyant la terre sur son tablier, et les regarda avec l'évaluation clinique d'une femme qui avait élevé 7 enfants et enterré 2 maris. « Vous avez l'air misérable. Depuis combien de temps aucun de vous n'a dormi une nuit complète? »« Définissez complète, dit Ruth. « Plus de 4 heures. »« Alors, des mois, grogna Maeve. »« Le lien, dit Wulfric. Il ne s'éteint jamais. Nous avons essayé. Les murs, la distance. Elle a passé 1 semaine dans la tour Est. Je pouvais encore l'entendre composer une ballade sur les problèmes structurels de l'escalier en colimaçon. « Il a de véritables problèmes structurels, » marmonna Ruth. « La déesse de la lune, dit Maeve, s'installant dans une chaise de jardin, avec le bruit décisif d'une femme sur le point d'annoncer de mauvaises nouvelles, a un sens de l'humour tordu et un penchant pour les ensembles assortis. Elle vous a donné un lien qui ne se ferme pas, parce que vous y êtes toutes les deux arrivées déjà fermées. Vous, elle pointa un doigt couvert de terre sur Wulfric, êtes un homme qui a passé 10 ans à construire une forteresse autour de son cœur et à appeler cela le devoir. Et vous, le doigt se tourna vers Ruth, êtes une femme qui a décidé qu'elle était invisible avant que quiconque n'ait eu la chance de lui prouver le contraire. 2 portes verrouillées. La déesse vous a regardé tous les deux et a dit « Très bien, plus de portes. » Ce n'est pas une solution, dit Wulfric. C'est une punition. C'est un miroir, espèce de grand dramatique. Maeve se pencha en avant. Le lien n'est pas brisé. C'est vous qui l'êtes, tous les deux. Vous vivez dans le bruit de l'autre depuis 6 mois et vous n'avez toujours pas fait la seule chose qui pourrait vraiment arranger ça. Quoi? Demanda Ruth. Être vulnérable exprès. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le loup de Wulfric gémit. Le loup de Ruth déposa une objection formelle. Il y a un rituel, continua Maeve. Vieux, plus vieux que la meute. Il nécessite une clairière au clair de lune, un cercle de sel, et vous deux, debout dedans, vous disant à voix haute, en face, les vérités que vous avez passées toute votre vie à vous assurer que personne n'entende jamais. Pas les pensées qui s'échappent par le lien, celles que vous gardez en dessous, celles dont vous avez vraiment peur. Et cela réparera le lien, demanda Wulfric. Cela enseignera au lien que vous pouvez être connu sans être détruit. En ce moment, la déesse garde le canal ouvert parce que vous n'avez pas prouvé que vous pouviez gérer une porte. Vous n'arrêtez pas de les claquer. Prouvez que vous pouvez en ouvrir une volontairement et elle vous laissera en construire une. La pensée de Ruth, claire et fragile dans l'esprit de Wulfric. Je préférerais combattre un autre coup d'État. Il faillit rire. Moi aussi, pensa-t-il en retour. Maeve les regarda avec la patience sereine d'une femme qui avait vu cette expression exacte sur les visages de personnes sur le point de faire quelque chose de courageux et qui détestaient chaque seconde. La pleine lune est demain soir, la vieille clairière près de la rivière. Soyez-y à minuit. N'apportez rien.
Ne portez rien que vous ne puissiez enlever pour vous transformer. Pourquoi aurions-nous besoin de nous transformer? Demanda Ruth. Parce que la déesse aime voir l'ensemble de vous, pas seulement la moitié humaine derrière laquelle vous vous cachez. La clairière près de la rivière était argentée et noire sous la pleine lune. Maeve avait dessiné le cercle de sel elle-même, large, précis et sentant légèrement le romarin. Parce que Maeve croyait que si vous alliez faire de la magie ancienne, il n'y avait aucune raison que ça ne sente pas bon en plus. Ruth et Wulfric se tenaient au bord du cercle, pieds nus dans l'herbe raidie par le gel, vêtus des vêtements amples et usés de gens qui avaient accepté que la dignité n'était plus sur la table. Les cheveux de Ruth étaient dénoués. Son carnet, pour la première fois de mémoire d'homme, était resté derrière. La couronne de Wulfric était dans son bureau. Sans elle, il paraissait plus jeune, plus mince, un homme plutôt qu'un titre. Il pouvait sentir la terreur de l'autre à travers le lien. C'était un étrange réconfort. « Entrez », dit Maeve de l'extérieur du cercle, sa voix douce maintenant, dépouillée de son aboiement habituel. Tous les deux ensemble. Ils entrèrent. Au moment où leurs pieds franchirent la ligne de sel, quelque chose changea. Le lien, qui avait été un rugissement constant pendant 6 mois, devint calme. Pas silencieux, calme, comme une pièce où quelqu'un avait baissé le volume à un murmure. Ruth haleta. Wulfric attrapa sa main par instinct et elle le laissa faire. Maintenant, dit Maeve, la vérité. Commencez par les petites, progressez vers le bas. Ruth commença parce que Ruth avait toujours cru que si quelque chose de terrible devait être fait, il valait mieux le faire rapidement, comme arracher un pansement ou manger des panais. J'ai composé un poème épique de 47 vers sur vos sourcils, dit-elle, fixant un point quelque part au-delà de son oreille gauche. C'est en pentamètre iambique. Il a un schéma de rime. Le titre de travail est Ode aux arches de l'autorité. Le 12e vers les compare à l'envergure d'un faucon de manière favorable. Wulfric cligna des yeux. 47 vers. C'était un long hiver. Il expira quelque chose entre un rire et un abandon. Quand je ne peux pas dormir, dit-il, je récite mentalement les réfutations que je ferai à vos classements de soupe. J'ai une défense entièrement préparée pour la soupe de panais. Elle dure 20 minutes. Je l'ai pratiquée contre vous dans ma tête, à une femme qui n'était pas dans la pièce. La soupe de panais est un mensonge, dit Ruth automatiquement. Elle est honnête et sous-estimée et je mourrai sur cette colline. Maeve, de l'extérieur du cercle, ne dit rien. Mais ses yeux brillaient, les vérités devinrent plus difficiles. J'ai parlé à une armure une fois, dit Ruth, sa voix plus basse maintenant. Dans le couloir raide, pas parce que je cataloguais les bosses, bien que je le faisais, mais parce que j'étais seul et qu'elle était à la bonne hauteur pour me regarder dans les yeux et qu'elle n'interrompait jamais. Sa main se serra dans la sienne. J'ai été seul toute ma vie, Wulfric. Pas le genre dramatique, le genre où vous êtes dans une pièce pleine de gens et qu'aucun d'eux ne peut vous voir et vous cessez de vous attendre à ce qu'ils le fassent. Et puis un jour, vous réalisez que vous avez cessé d'essayer d'être vu du tout. Je me suis juste replié sur moi-même et le silence est devenu invisible, et l'invisible est devenu sûr. Le lien trembla. Wulfric pouvait sentir le coup des mots en elle, l'effort physique de tirer quelque chose d'aussi profondément enfoui à la lumière. Il lâcha sa main et lui prit le visage entre ses paumes, la forçant à le regarder. « Je suis roi depuis 10 ans, dit-il sa voix rauque, dépouillé de chaque registre poli qu'il avait jamais appris. Et j'ai été seul pour chacune d'entre elles. Pas parce que personne n'était là, parce que tout le monde était là pour le roi, pour le titre, pour le pouvoir. J'ai appris à jouer la force parce que l'alternative était d'admettre que l'homme le plus fort de la meute va se coucher chaque nuit et a peur du silence. Pas le silence d'une pièce vide, le silence d'être connu seulement pour ce que vous pouvez faire pour les autres. Les yeux de Ruth brillaient, sa pensée douce et sans défense. Nous sommes pareils. Nous avons construit la même cage de côtés différents. Je sais, murmura-t-il. Je t'entends. Tu m'entends toujours. C'est ça le problème. Non, il secoua la tête. Le problème, c'est que je t'entendais sans te le laisser m'entendre. Tu as diffusé pendant 6 mois. J'ai écouté aux portes. Ce n'est pas un lien. C'est de la surveillance. Son rire était humide et brisé. C'est la première fois qu'un roi se décrit volontairement comme menant une surveillance sur sa femme. « Je veux que tu m'entendes, dit-il, pas mes pensées sur les tarifs, moi.
La partie qui répète des arguments sur la soupe à 3 heures du matin parce que c'est ce qui se rapproche le plus d'une conversation que j'ai jamais voulu avoir. La partie dont le cœur s'est arrêté quand tu as remarqué la bague sur la main de Thorne. Pas parce que c'était une information utile, mais parce que tu vois tout. Ruth, tu vois le monde entier dans les détails que tout le monde ignore. Et être vu par toi, être à l'intérieur de la façon dont tu vois, c'est la seule fois où j'ai jamais eu l'impression que quelqu'un regardait ma vraie forme. Le cercle de sel commença à briller. Pas de manière éclatante, pas de manière dramatique, mais avec une luminescence douce et chaude, comme si le clair de lune avait décidé de se rapprocher. Ruth pleurait, pas les larmes polies et retenues d'une femme qui s'était entraînée à être discrète. Des larmes désordonnées, honnêtes. Je t'aime, dit-elle, et je suis si fatigué de t'entendre penser au grain. Je t'aime aussi, dit-il, et ton poème épique sur mes sourcils est la plus grande œuvre de littérature que je ne serai jamais autorisé à lire. Le vers 31 concerne le sourcil gauche spécifiquement. Il a sa propre intrigue secondaire. Je n'en attendais pas moins. Ils riaient tous les deux maintenant, le rire désespéré et tremblant de personnes qui ont tenu quelque chose de trop serré pendant trop longtemps et l'ont finalement lâché. Mais le rire s'estompa et le silence qui le remplaça était différent. Plus doux, en attente. Je suis terrifié, dit Ruth. Pas comme une pensée, mais comme des mots prononcés à voix haute, délibérés et spécifiques. Qu'un jour tu réalises que je suis exactement aussi ordinaire que je l'ai toujours cru. Que le lien est la partie intéressante et que sans lui, je ne suis qu'une femme qui remarque des choses, classe les soupes et parle aux armures. Que tu es tombé amoureux de ce que je pouvais faire pour toi, pas de qui je suis quand je ne suis pas utile. Wulfric resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était à vif. Je suis terrifié de ne pas savoir comment aimer quelqu'un sans le transformer en une responsabilité. Que je ferai de toi un autre devoir, une autre chose que je dois protéger, gérer, garder en sécurité. Que j'étoufferai le chaos en toi parce que je ne sais pas comment tenir quelque chose sans le contrôler. Le cercle de sel pulsa. Quelque chose d'ancien et de vaste tourna son attention vers eux. Ce sont les vrais, murmura Maeve de l'extérieur du cercle. Sa voix était épaisse. La lueur du cercle de sel s'intensifia et l'air dans la clairière changea. Il devint plus chaud, plus épais, saturé d'une odeur qui n'était ni tout à fait florale ni tout à fait animale. Quelque chose de plus ancien, de plus profond, comme l'odeur de la terre après la première pluie de printemps. Puis elle fut là. La déesse de la lune n'arriva pas avec le tonnerre ou une lumière aveuglante. Elle se matérialisa de la même manière que le clair de lune remplit une pièce quand on ouvre les rideaux. Progressivement, inévitablement, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus imaginer l'espace sans elle. Elle était grande, aux cheveux d'argent, et ses yeux contenaient la lassitude particulière d'un parent qui a vu ses enfants faire la même erreur pendant plusieurs milliers d'années et a appris à trouver cela attachant. Elle regarda Wulfric. Elle regarda Ruth. Elle regarda les traces de larmes sur leur visage, la prise à en blanchir les jointures de leurs mains entrelacées et l'honnêteté brute et brisée suspendue dans l'air entre eux. Enfin, dit-elle, et sa voix était le son du vent dans les aiguilles de pain et de l'eau sur la pierre lisse. J'attends depuis 6 mois que vous fassiez ça. Avez-vous une idée de l'épuisement que représente le maintien d'un lien télépathique à plein volume? J'ai 1700 paires de partenaires actifs dans 12 meutes. Vous deux êtes responsables de 40% de ma charge de travail. La bouche de Ruth s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit à nouveau. Son loup, pour la première et peut-être la dernière fois de son existence, n'offrit aucune analyse. Vous, commença Wulfric. Oui, moi. Qui pensiez-vous avoir conçu le lien? Ce n'est pas aléatoire, Wulfric. C'est spécifique, organisé. Je t'ai regardé, un homme qui a fait de l'isolement un art, et je l'ai regardé, une femme qui a fait de l'invisibilité une religion, et j'ai pensé, ces deux-là n'ouvriront jamais, jamais une porte l'un pour l'autre à moins que je ne retire chaque mur du bâtiment. Alors je l'ai fait. Cela semble excessif, dit faiblement Ruth. Vous avez composé un poème de 47 vers sur ses sourcils et l'avez caché dans un chiffre dans les marges d'un rapport agricole plutôt que de simplement lui dire que vous le trouvez attirant. L'excès est relatif. Ruth devint écarlate. Wulfric, malgré tout, sentit son cœur faire quelque chose de chaud et de compliqué. La déesse s'installa, il n'y avait pas d'autre mot,
Sur l'air lui-même, assise en tailleur sur rien, ses cheveux d'argent s'étalant autour d'elle comme de l'eau. Le lien n'a jamais été une punition. Ce n'a jamais été une malédiction. C'était un miroir. Vous exigiez des portes, tous les deux. Des portes entre vous et le monde, des portes entre vos cœurs et quiconque pourrait voir à l'intérieur. Je n'ai pas enlevé les portes, j'ai juste ouvert toutes les fenêtres. Et au lieu d'en tirer des leçons, vous avez passé 6 mois à essayer de clouer les fenêtres. Nous étions fatigués, dit Wulfric. Vous aviez peur, corrigea-t-elle doucement. Il y a une différence, les gens fatigués se reposent, les gens qui ont peur construisent des murs. Elle regarda le cercle de sel, les 2 personnes qui se tenaient dedans comme des survivants d'un naufrage. Mais vous êtes venus ici. Vous vous êtes tenus dans le cercle. Vous avez dit les vraies choses, pas les pensées qui s'échappent. Celles que vous avez choisi de dire. C'est la différence entre le bruit et l'intimité. L'un vous arrive, l'autre vous le donnez. Elle leva une main et la lueur du cercle changea, se condensa. Ruth sentit quelque chose changer dans le lien. Pas une fermeture, mais une refonte, comme une rivière à qui on donne des berges. Je ne l'éteins pas, dit la déesse. Il vous manquerait, à tous les deux. Ne discutez pas. Je le sens d'ici. Mais je vous donne ce que vous avez demandé. Une porte. Une vraie. Une que vous pouvez fermer pour les salles du conseil et ouvrir pour un réconfort chuchoté à 3 heures du matin. Une qui nécessite de frapper. Elle regarda Ruth. Tu pourras toujours l'entendre. Il pourra toujours t'entendre. Mais maintenant, vous ne vous entendrez que dans la mesure où vous choisirez de partager. Les pensées parasites, le chaos non filtré. Un sourire chaleureux et complice. Celles-là, vous pouvez les envoyer exprès quand vous le voulez, comme un cadeau, pas une inondation. Puis-je toujours classer les seigneurs par leur odeur? Demanda Ruth. La déesse de la lune rit. C'était le plus beau son qu'aucun d'eux n'ait jamais entendu. Je serais déçu si vous ne le faisiez pas. Lord Marsden est objectivement un 3 sur 10. Je l'ai senti depuis le plan céleste. Elle se leva, ou plutôt, elle s'éleva comme la lune se lève, sans effort visible, et les regarda une dernière fois. « Apprenez à frapper, dit-elle, et arrêtez de répéter des arguments sur la soupe de panais. Elle a raison, c'est malhonnête. » Ce n'est pas, commença Wulfric, mais la déesse s'estompait déjà, sa lumière argentée se dissolvant dans le clair de lune ordinaire, son rire persistant dans la clairière comme la dernière note d'une chanson. Ils restèrent dans le cercle longtemps après son départ. Le lien était différent maintenant, plus silencieux, mais pas vide. C'était comme une maison où quelqu'un avait finalement cessé de crier et était plutôt assis dans la pièce voisine, fredonnant doucement. On pouvait les entendre si on écoutait. On pouvait fermer la porte si on en avait besoin, mais on pouvait aussi la laisser ouverte. Et le fredonnement était charmant. Et on n'avait jamais à être seul, sauf si on le voulait. « Transforme-toi avec moi », dit Wulfric. Ce n'était pas un ordre, c'était une invitation. Ils se déshabillèrent, Ruth avec la modestie efficace d'une femme qui avait fait de la paix avec les indignités pratiques d'être une louve, Wulfric avec une absence de regard prudente qui était sa propre forme de tendresse, et ils se transformèrent et ensemble. La douleur fut brève, partagée et en quelque sorte moindre. 2 loups se tenaient dans la clairière au clair de lune, l'un massif et à la fourrure sombre, l'autre petit et roux. Ils se regardèrent, puis ils coururent. Ils coururent à travers la forêt argentée, silencieux et rapides, leurs pattes dévorant le sol. Et à travers le lien, le nouveau lien doux et choisi, Wulfric sentit le loup de Ruth, non pas en mots, mais en sentiment, la joie. Une joie pure, animale, sans complication. Le genre qui n'a pas besoin de langage. Son loup, qui attendait depuis 6 mois de dire cela sans crier, renvoya. Partenaire heureuse est heureuse. Nous sommes heureux. C'est bien. Et pour la première fois en 6 mois, c'était le cas. La grande salle était remplie du faible murmure du conseil de la meute. Le roi Wulfric était assis sur son trône, sa partenaire, la reine Ruth, assise à côté de lui sur une chaise qu'elle avait personnellement redessinée pour un soutien lombaire et des angles de prise de notes optimaux. La rouille du bois de fer reculait grâce à un système de rotation des cultures que Ruth avait conçu à partir de textes agricoles obscurs. Lord Edmund Thorne purgeait une peine de travaux forcés à perpétuité, reconstruisant les parties du royaume qu'il avait tenté de détruire. Lord Marsden sentait toujours aussi mauvais.
Wulfric écoutait un rapport sur les routes commerciales et des villages extérieurs, projetant une aura de concentration intense. À l'intérieur de sa tête, il y avait le silence, un silence confortable et choisi. La porte était fermée, puis, doucement, on frappa. Il l'ouvrit. J'ai réfléchi. La pensée de Ruth dériva, légère et enjouée comme un rayon de soleil, à la possibilité de faire une soupe avec de l'écorce de bois de fer. Probablement pas. Trop fibreux. Il faudrait un bouillon extraordinaire. Du poulet, peut-être. Ou un riche bouillon de légumes. Il faudrait le faire bouillir pendant des jours. Ça aurait toujours le goût d'un arbre, mais ça pourrait être un concurrent pour le bas de la liste. Numéro 147, la soupe d'écorce impénitente. Un lent sourire se dessina sur le visage de Wulfric. Fendril, debout à côté de lui, haussa un sourcil. De bonnes nouvelles sur le front commercial, mon roi. Les meilleures, dit Wulfric. Il renvoya une pensée à travers la porte. Douce, délibérée, l'équivalent mental d'une main se tendant sur une table pour trouver la sienne. Je t'aime. Il la sentit sursauter, non pas parce que c'était nouveau, mais parce que c'était choisi. Pas une pensée qui fuyait, pas un accident, un cadeau. De son coin de la grande salle, Ruth leva les yeux de son carnet. De l'autre côté de la pièce, leurs regards se croisèrent. Il renvoya. Je t'aime aussi. Et aussi, ta robe de cérémonie a une tache sur la manche gauche. On dirait de la sauce. C'était de la sauce. Je vais la redessiner mentalement plus tard, ajouta-t-elle. Prépare-toi. Il avait déjà hâte. La porte resta ouverte. Le chaos traversait le lien, doux, choisi, bien-aimé. Et c'était, il le savait, sans l'ombre d'un doute, le son d'un foyer.